Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, comme vous le savez, je ne vais pas intervenir du point de vue médical, puisque ce n'est pas dans mon champ de compétences, ni du point de vue légal, ou du droit, puisque je ne suis pas non plus juriste. Mais je suis sociologue de formation, et comme un certain nombre d'entre vous le savent, je rédige des expertises. Alors maintenant, uniquement pour la CNDA, je n'en fais plus pour l'OFPRA, soyons très précis. Je ne le fais que dans le cadre des recours, mais mes collègues, en revanche, peuvent accompagner, elles au quotidien, dans le cadre du GAMS, parce qu'on a 8 antennes régionales, peuvent accompagner au quotidien des demandeurs et des demandeuses d'asile. Ça, c'est autre chose. Mais en termes d'expertise que je vais essayer de vous présenter, parce qu'en fait, comme a dit Maître Judith Coronel-Kissou, il s'agit d'asseoir la crédibilité de la demande d'asile. Et pour asseoir la crédibilité de la demande d'asile, il faut que ce soit au niveau de l'OFPRA, au niveau des officiers et des officières qui reçoivent les demandeurs d'asile, qu'ils aient des éléments de compréhension, le certificat médical en fait partie, et au niveau des juges de la CNDA, ils ont aussi besoin d'éléments de compréhension et d'éléments complémentaires. Et j'essaie au maximum que les expertises que nous produisons puissent répondre à ces besoins, à ces attentes. Je précise toutefois que ces expertises, elles n'ont aucun caractère obligatoire, que ce n'est marqué nulle part dans la loi, que c'est tout à fait optionnel. Donc il y a plein de demandeurs et de demandeuses qui n'en auront pas ou qui n'auront pas besoin d'en présenter. Et en général, quand on fait appel à nous, c'est parce que le dossier est complexe. Voilà, je tiens à vous le dire, c'est pas les dossiers obligatoirement les plus simples. Alors, comment ça marche ? Ah, voilà. Dans le monde, on a aujourd'hui, pour mémoire, pour rappel, même si vous connaissez ça par cœur, 200 millions de femmes dans le monde qui ont subi l'excision et 3 millions de nouveaux cas par an. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas anecdotique et qui représente une certaine réalité. Ça représente aussi une réalité sur le territoire français, puisqu'on a environ, pour simplifier, 60 000 femmes résidant sur notre territoire qui ont subi l'excision. Bien sûr, parmi ces femmes, il y a des femmes qui ne sont pas demandeuses d'asile. Ça concerne toutes les femmes résidant en France. Certaines peuvent avoir des titres de séjour, d'autres peuvent même avoir maintenant la nationalité française. Ce n'est pas une histoire de nationalité ou de statut juridique. C'est vraiment une histoire de vous venez d'un pays où le taux d'excision est relativement élevé ou relativement faible. Et donc, ça nous permet de faire ce qu'on appelle une projection, donc des pourcentages. Donc, 60 000 femmes qui ont subi l'excision résidant sur notre... un type de mutilation sexuelle féminine résidant sur notre territoire, 11% de leurs filles qui ont déjà subi ces pratiques et 30% d'enfants encore à risque. Alors pareil, ces 30% d'enfants encore à risque ne sont pas tous des filles de demandeurs ou de demandeuses d'asile. C'est pareil au niveau de la population générale venant de pays excisants. Voilà, donc pour mémoire également, je vous ai mis la carte qu'on retrouve sur le site internet Alerte Excision, dont nous a parlé Moira Sauvage en introduction, qui fait partie de la campagne en prévention en direction des adolescents et des adolescentes en risque d'excision. Donc moi, je tiens beaucoup à cette carte parce que ça montre que les mutilations sexuelles féminines ne se limitent pas au continent africain, parce quand on parle de mutilation sexuelle féminine, on pense avant tout au continent africain. On voit que c'est une pratique qui est beaucoup plus étendue, qui concerne aussi bien l'Indonésie, la Malaisie, le sud de la Thaïlande. On aura de plus en plus de jeunes filles d'origine indo-pakistanaise et d'origine bora, puisque en fait avec le Brexit, il se fait que c'est des gens qui allaient plutôt sur l'Angleterre, donc un territoire anglophone, et de fait, c'est une population qu'on va accueillir en beaucoup plus grand nombre. La situation géopolitique fait aussi qu'on accueille par exemple beaucoup plus de femmes égyptiennes qu'on en accueillait par le passé, donc des familles susceptibles d'être victimes. Si je prends l'exemple du Yémen, où vous connaissez la situation géopolitique aujourd'hui au Yémen, c'est un pays qui pratique également l'excision. Si je prends l'Irak, l'Iran, qui sont quand même des zones aussi où la géopolitique peut être compliquée, complexe, et où des hommes et des femmes peuvent faire le choix. Non, ils ne font pas le choix. Pour sauver leur vie, pour sauver celle de leurs enfants, prennent la route. Donc, il ne faut pas qu'on limite notre regard au continent africain. Par contre, je vous rejoins, il est fort peu probable qu'on ait des Ambara de Colombie ou des Shipibo du Pérou qui émigrent vers la France ou viennent demander l'asile à la France pour un risque d'excision. Donc forcément, il y a des
des endroits du monde moins concernés. Par contre, du fait des diasporas qui sont étendues un petit peu partout, on voit bien qu'il y a une diffusion possible. Enfin, j'insisterai sur un point, parce que ça m'est arrivé sur un dossier qui venait du Daghestan. Donc le Daghestan, ça fait partie des anciennes républiques de l'URSS. Il faut savoir que dans les anciennes républiques de l'URSS, c'est valable pour la Tchétchénie et le Daghestan, c'est les deux endroits aujourd'hui où on a des preuves scientifiques que ça existe là-bas. C'est une réalité, l'excision. Donc voilà, donc c'est juste pour montrer qu'il faut avoir l'esprit ouvert dans ce domaine. Toutefois, là, on a le plus de données sociodémographiques fiables, scientifiquement validées par un certain nombre d'experts, démographes, sociologues, statisticiens, etc. C'est sur le continent africain. Alors moi, tous les jours, j'aimerais qu'on ait les mêmes chiffres pour tout vous dire au niveau de l'Europe, parce que moi, j'ai des données, par exemple, pour savoir combien... Là, on a les agents du recensement aujourd'hui qui passent pour l'INSEE, pour savoir combien vous avez d'enfants, etc., etc., où vous habitez, quel diplôme vous avez passé. Votre agent du recensement, il ne vous demande pas pour savoir si vous avez été vous-même excisé, à quel âge, est-ce que vous avez des filles, est-ce qu'elles ont été excisées, à quel âge, si monsieur est violent avec vous, depuis quand monsieur est violent avec vous. Ça, c'est des chiffres qu'on a pour le continent africain, par exemple, que nous n'avons pas pour le continent européen. Donc, en revanche, pour nous qui nous intéressons aux violences faites aux femmes, et plus particulièrement à l'excision, on a des données relativement fiables. Donc, je voulais insister sur le fait que c'est oui, présent sur le continent, mais on voit que ça peut dépasser le cadre du continent et que les données, selon les pays, peuvent être très, très élevées. J'insiste aussi sur... quelqu'un tout à l'heure a dit... la personne ne se rappelait pas de son excision. Oui, aujourd'hui, la majorité des victimes ont moins de 5 ans. Donc ça veut dire que si la majorité des victimes ont moins de 5 ans, effectivement, un grand nombre d'entre elles sont incapables de décrire dans quelles conditions elles ont été excisées et à quel âge. Mais ce n'est pas parce que la majorité, donc 50% ont moins de 5 ans, qu'on n'a pas encore des régions du monde où on pratique l'excision à plus de 15 ans, parce que c'est encore le cas. Il y a encore des jeunes femmes qui sont originaires de Côte d'Ivoire, notamment du Nigeria, de certains endroits de Sierra Leone, qui sont susceptibles d'être excisées au-delà de 15 ans. Et là, pour tout vous dire, avant même que pendant que je préparais, non, c'est juste après que j'ai fini de préparer ce PowerPoint, on a eu des chiffres, alors mis au point par les statisticiens également, qui viennent d'Ouganda, qui montrent que, parce qu'ils se posaient la question de savoir pourquoi sur les 0-15 ans, on avait une baisse relativement importante, mais sur les femmes âgées de 15 à 49 ans, on avait une augmentation. Donc on se demandait pourquoi il y avait cette dichotomie, alors que les chiffres auraient dû continuer à baisser pour les 15-49 ans, puisqu'ils avaient commencé à baisser pour les 0-15 ans. Et en faisant une enquête de terrain, ils ont constaté que les belles familles exigeaient des femmes qu'elles subissent l'excision, c'est-à-dire qu'elles avaient été protégées pendant toute leur enfance, voire leur adolescence, mais lors du mariage, on exigeait l'excision, ou à défaut, peu de temps après que le mariage ait été célébré. Donc vous voyez, il y a encore... Là, c'est un premier travail qui a été fait. On se pose des questions aussi par rapport au Kenya, qui est un pays où les chiffres ont baissé de façon très drastique. On était très, très, très optimiste sur l'abandon de la pratique. Et on s'aperçoit malheureusement qu'il y a des choses, d'autres facteurs dont il va falloir tenir compte. Alors, les exciseuses traditionnelles se chargent de plus en plus souvent, se chargent le plus souvent des mutilations sexuelles féminines. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas sans poser problème, effectivement, aux médecins spécialisés sur la thématique, parce que moi, je les ai régulièrement au téléphone. Ils constatent notamment quand les jeunes filles ont été excisées par des professionnels du corps médical ou du corps paramédical, donc ça va, infirmières, aides-soignantes, médecins, sages-femmes, qui peuvent pratiquer les excisions sur les enfants, les techniques ne sont pas les mêmes. On a maintenant ce qu'on appelle une espèce d'excision symbolique qui consisterait à couper le haut du prépuce qui entoure le gland du clitoris, et parfois se pose la question de savoir est-ce que c'est une excision ou est-ce que c'est pas une excision, est-ce qu'il y a traumatisme ou pas traumatisme au niveau de la personne. Donc vous voyez, on est dans des choses compliquées et complexes, notamment liées aussi aux opérateurs. Alors, globalement, on constate effectivement une baisse de la pratique. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une augmentation du nombre. On a des pays où la chute a été très marquée. L'exemple du Libéria, on est passé de 72% à 31%. Le Burkina Faso, on est passé de 89 à 58%. Et au Kenya, de 41 à 11%. Enfin, je finirai par l'Égypte, on est passé de 97 à 70% au cours des 30 dernières années. Donc on est quand même sur une évolution qui montre qu'il y a eu des réductions dans un certain nombre de pays. Des réductions aussi
Dans des pays à forte prévalence, c'est le schéma que vous avez en haut, et des pays à plus faible prévalence que vous avez en bas. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, depuis 2008, il y a environ 15 000 communautés et sous-districts dans 20 pays qui ont déclaré qu'ils étaient en train d'abandonner les pratiques de mutilation sexuelle. En fait, il y en a eu plus de 2000, enfin ça va toujours en augmentant, il y en a eu plus de 2000 en 2016, et 5 pays ont adopté une législation nationale érigeant la pratique en crime. Alors là, attention aussi, c'est pas parce qu'on a une loi qu'on l'applique obligatoirement. Donc il y a certains pays, effectivement, il y a la loi, mais elle n'est pas appliquée aussi drastiquement qu'on pourrait le souhaiter. Voilà, là je vous donne l'exemple du Kenya parce qu'il est très frappant. On voit bien en l'espace de 3 générations la chute brutale qu'il y a pu y avoir en termes de maintien de la pratique. Donc ça c'était pour vous montrer que oui, globalement, il y a des évolutions, ça avance dans les pays d'origine. On est plutôt satisfait parce que c'est une pratique qui est de plus de 26 siècles et en 30 ans, on obtient des résultats. Pour tout vous dire, quand vous comparez avec les autres formes de violence faites aux femmes et faites aux enfants, c'est la seule violence sur laquelle il y ait entre guillemets, un petit peu d'optimisme possible. Toutefois, c'est pas partout pareil. Parce qu'on a des pays qui font de la résistance. Et parmi les pays qui font de la résistance, vous en avez déjà cité quelques-uns. Je prends notamment l'exemple de Djibouti, où vous voyez qu'il n'y a aucune différence. Alors pour vous, c'est complètement à droite. Djibouti ou la Somalie, où il n'y a quasiment aucune différence entre les filles et les mères. Donc là, on se dit, il n'y a pas de possibilité d'évolution. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de politique d'évolution. Vous avez également cité le Soudan, le Mali, la Gambie. Comme vous voyez, les chiffres sont encore élevés. Et même le Sénégal. Je vais prendre l'exemple du Sénégal. Pourquoi ? Parce que le Sénégal, il n'y a pas une prévalence très très élevée. On est sur une prévalence nationale autour de à peine 30%. Mais on constate que quand on constate les personnes qui maintiennent la pratique, on s'aperçoit que dans ces groupes-là, qui maintiennent la pratique, chez les femmes de plus de 15 ans, chez les femmes de 0 à 15 ans et chez les femmes de plus de 15 ans, l'évolution n'est pas si évidente que ça. Donc en fait, l'explication, elle est relativement simple. Le rythme général de progression, donc d'abandon de la pratique, par rapport à la croissance de la population, est actuellement insuffisante. Soit il faudrait que la démographie baisse dans les pays d'origine pour qu'on puisse qu'on puisse constater des résultats sur la durée, soit il faut qu'on continue à augmenter le nombre de personnes qui abandonnent la pratique pour qu'on observe qu'elle recule. On ne va quand même pas se plaindre que la santé maternelle et infantile s'améliore sur le continent africain, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais en ce qui concerne l'excision, voilà, tout dépend comment vous regardez les choses. Donc moi, je tiens aussi aux indicateurs ethnologiques et anthropologiques, parce que les données quantitatives, c'est bien, on en a besoin, ça donne des directions, ça donne des indications, ça permet parfois d'aller dans des indicateurs relativement fins, mais parfois, vous avez des réalités ethnologiques et anthropologiques qui dépassent vos plus grandes certitudes, j'ai envie de dire. Voilà. Je reprends toujours mon exemple de la carte de l'Afrique parce que là, on voit ce que vous voyez en blanc ou en plus clair, ce sont les frontières telles qu'elles ont été dessinées par les anciens colonisateurs, que ce soit la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, etc. Et ce que vous voyez qui dépasse donc ces parties en blanc, ce sont les zones, en rouge en particulier, où on pratique le plus l'excision. Donc vous voyez qu'il y a des poches de résistance concernant l'excision qui dépassent bien le cadre national. C'est-à-dire j'ai la nationalité française, mais au final, ce n'est pas le seul indicateur. Le fait que j'ai de la famille qui soit restée en Suisse, ou j'ai de la famille qui soit restée en Belgique, ou j'ai de la famille qui soit restée en Espagne, fait que l'excision va continuer à se pratiquer du côté espagnol et du côté français, etc., etc. Donc ça montre bien que les aires linguistiques, les aires ethniques et régionaux, je tiens énormément, tous ces indicateurs-là doivent rentrer en ligne de compte. Quand on fait une expertise à visée géopolitique ou sociologique, on doit déterminer tout ça. C'est pour ça que ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi savent que je leur envoie une liste comme ça de choses à me fournir. Pourquoi ? Pour être sûr qu'on ait bien toutes les bonnes indications et les bonnes données pour rédiger notre écrit. Je reprends l'exemple du Sénégal. Le Sénégal, l'ethnie majoritaire est Wolof. Elle ne pratique pas l'excision. Donc, forcément, on a un taux de prévalence au Sénégal
qui avoisine aujourd'hui autour des 30%. Ça dépend des dernières données chiffrées, mais on est plutôt autour des 30%. Sauf que votre petite fille, si elle vient de l'ouest du Sénégal, elle a moins de probabilité d'être excisée que si elle vient du sud du Sénégal ou de l'est du Sénégal. Et pourtant, elle porte la même nationalité. Et je vais même vous dire, elle peut même avoir la même ethnie et avoir des réalités différentes. Là, on tient compte de l'ethnie. Je prends toujours mon ethnie Wolof, qui n'existe pas. Et bien, l'ethnie Wolof, quand elle est par exemple dans la région de Matam ou la région de Kolda, qui se trouve au sud-est du Sénégal, on a un taux d'excision qui peut monter à 30 ou à 35%, alors que c'est une ethnie traditionnellement non excisante. Si je prends l'exemple des Peuls, qui est une ethnie traditionnellement excisante, quand vous regardez, quand ils habitent dans la région de Diourbel, où à Diourbel, il y a 0% d'excision chez les Wolofs, vous avez 2% chez les Peuls. Donc, quand je dis que la nationalité, l'ethnie et la région ont un rôle en termes d'évaluation du risque, nous, l'évaluation du risque au GAMS, on le fait pour des petites filles indépendamment de la demande d'asile, puisqu'on a reçu des appels, par exemple, de professionnels de centres de protection maternelle et infantile qui nous disent, voilà, j'ai une petite fille qui part à tel endroit, il faut que je puisse déterminer le risque. Donc voilà, on fait le même travail. Nous, on a juste complété notre... Sauf que maintenant, on a des outils... en termes scientifiques, beaucoup plus performants, croyez-moi. Quand ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet, je peux vous assurer qu'il y a 30 ans, je n'avais pas cette matière avec laquelle travailler, ce n'était pas aussi évident. Maintenant, alors, on entend aussi beaucoup sur l'excision, c'est une histoire religieuse, c'est une histoire... oui, enfin, je l'entends beaucoup en ce moment, c'est une histoire de religion. Partout où on a travaillé, les chercheurs ont trouvé que la première raison du maintien de l'excision, c'est l'acceptation sociale. C'est une norme sociale. Et parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on veut être dans la norme, et que la norme, c'est l'excision, ben, on continue la pratique de l'excision. Donc c'est quelque chose qui, dans les entretiens que vous pourrez avoir avec des demandeurs et des demandeuses d'asile, même si pour certains c'est rajouté depuis des questions religieuses ou autres, bien qu'on sache qu'on excise, enfin si on prend l'exemple des religions dites du livre, monothéistes, type chrétienté, judaïsme, chrétienté et islam, dans ces trois religions monothéistes, il y a des personnes qui se réclament de ces religions-là, mais qui pratiquent l'excision. Donc, c'est pour ça que l'acceptation sociale est vraiment le premier critère. D'autre part, on a maintenant, c'est là que je vous dis que les données chiffrées qu'on a ont énormément progressé, c'est que maintenant, on sait l'opinion aussi des personnes. C'est-à-dire que et on sait notamment qu'il y a de plus en plus d'hommes et de jeunes hommes qui s'opposent au maintien et à la pratique de l'excision. Sauf que quand vous regardez les taux d'opinion défavorables des hommes et les taux d'opinion défavorables des femmes, donc vous avez un taux pour les hommes, un taux pour les femmes, et vous regardez la prévalence qui existe dans le pays, on se rend compte qu'en fait la parole de l'individu, là c'est là vraiment qu'on se rend compte que la parole de l'individu, on n'en tient pas compte, c'est-à-dire le père, la mère, au final... ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord avec l'excision, bah ça se sera fait quand même. Parce qu'il y a un poids social, sociétal, le groupe, la pression sociale est beaucoup plus importante quelque part que le point de vue de l'individu. Donc parfois, je vous donne un exemple très concret. Quand vous avez un réfugié ou une réfugiée qui vous dit bah, « moi-même, je n'ai pas subi l'excision, mais mon enfant est à risque », ben oui, effectivement, ça peut être le cas. C'est-à-dire qu'une femme a pu échapper à l'excision, vient d'une ethnie non excisante, mais le poids social de la belle famille fait que ses enfants sont réellement à risque. Ça peut être aussi pour elle-même, parce que comme je vous l'ai dit, je vous ai montré, même dans des endroits où les femmes ne sont pas excisées et ne sont même pas de tradition excisante, la pression sociale les amène à s'exciser. Donc vous voyez à quel point on ne peut pas prendre les choses de façon monolithique et il faut mettre beaucoup de nuances dans nos appréciations, je vais dire ça comme ça. Voilà. Donc là, j'ai essayé de vous mettre les coordonnées à la fois d'Excision Parlons-en, que j'ai la chance de présider, et du GAMS, dont j'assure la direction générale, mais sachant que toutes nos équipes sont bien sûr à votre disposition dans les 8 régions françaises dont je vous ai évoqué, et vous avez toute la documentation à ce sujet à la sortie. Voilà. Merci beaucoup. Les questions sont ouvertes. Profitez-en. Oui. On va vous apporter
un micro. Merci Isabelle, ma directrice générale. Oui, donc je suis encore Albertine, donc je suis anthropologue de formation. Et je suis très contente que tu aies vraiment mis en exergue cette question de normes sociales, de la pression du groupe. Et on a un cas vraiment très précis. Et je profite du fait qu'il y a la CNDA qui soit dans la salle pour dire que justement, une femme, enfin, ou l'OFPRA, bien sûr, qui a refusé de donner le droit d'asile à une femme parce que justement, elle-même, elle n'a pas été excisée, mais elle a fui pour venir protéger ses filles parce que dans sa belle famille, on veut exciser sa fille. Il leur dit oui, mais vous n'êtes pas excisée, donc c'est un peu des histoires que vous racontez. Enfin, je fais un peu le raccourci. Et donc, je veux dire que le groupe, vraiment, c'est très important. Ce n'est pas les parents biologiques qui vont exciser les enfants. Donc, c'est important de tenir compte justement de la crainte des familles. Ce n'est pas vraiment pour se faire plaisir qu'elles viennent. Il y a des femmes qui ont aussi une bonne situation, mais qui viennent quand même parce que justement, elles sont là pour protéger leurs filles. Donc, c'est important de prendre en compte justement ce facteur groupe, en fait. Voilà, c'est juste pour compléter. Donc, je compte sur vous pour revoir vraiment ces dossiers vraiment de bon oeil. Elle a amené la réforme. Je ne peux pas me prononcer sur un cas individuel, évidemment, puissant savoir exactement quels sont les éléments, mais je vais quand même vous apporter un élément de réflexion. Très clairement, l'idée de normes sociales, c'est tout ce qui inspire complètement la protection qui est octroyée par l'OFPRA, puisque c'est vraiment la base. À partir du moment où la pratique de l'excision ou des mutilations sexuelles féminines est une norme sociale, c'est ce que nous dit le Conseil d'État, effectivement, on va examiner de très très près et très souvent ça va aboutir à la reconnaissance du bien fondé des craintes de persécution. Alors le fait que la maman n'ait pas subi d'excision, j'ai envie de dire que c'est un élément parmi d'autres. C'est-à-dire que chaque examen est individuel. On ne peut pas dire que dans tous les cas, la petite fille ne sera pas protégée et on ne peut pas dire non plus le contraire, que dans tous les cas, elle sera protégée quand bien même la maman ne serait pas excisée. Tout ça, c'est vraiment l'appréciation d'une situation personnelle, véritablement. Et encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça me paraît fondamental et c'est quand même le cœur de la formation que l'on offre aux officiers de protection. C'est attention, on parle du risque d'une enfant et d'un risque qui est grave et irrémédiable. Donc, dès qu'on le pourra, on fera jouer le bénéfice du doute. C'est évident. Dans ce cas, justement, c'est les enfants qui n'ont pas été protégés aussi, quoi. Ni les enfants, ni la mère. Oui, alors voilà, comme je vous dis, moi je ne peux pas me prononcer sur un dossier individuel dont je n'ai pas les éléments. Voilà, mais c'est juste un faisceau d'indices, en fait. Oui, j'apporterai juste une petite nuance sur deux situations particulières. Quand même, dans les faits et dans les décisions, y compris à la CNDA, le fait que la maman ait un niveau d'éducation élevé, qu'elle ait pu suivre des études, qu'elle travaille, qu'elle s'assume financièrement, il y a quand même une forte présomption sur cette femme selon laquelle elle est capable de s'opposer à la norme sociale. Et ça, on a quand même encore un bastion de résistance sur cette question-là. Et Isabelle, si tu as deux, trois choses à nous dire là-dessus, je pense que les précisions quand même mériteraient d'être dites à ce sujet. Parce que le niveau d'éducation n'est pas un rempart. Et l'indépendance financière, quand elle existe, n'est pas non plus un rempart contre la tradition et contre la norme sociale. Alors, juste une précision. Ce que vous voyez à la CNDA, ce sont effectivement les rejets de la demande de protection. Vous ne voyez pas les protections qui sont accordées. Vous ne les voyez jamais, tout simplement. Donc, dire qu'il y a une tendance, une propension à ne pas protéger une petite fille parce que la maman n'a pas été excisée, pour moi, c'est faux. Pour moi, c'est faux. C'est forcément un des éléments que vous allez reconnaître devant la CNDA, mais ça ne veut pas dire que c'est une pratique généralisée.
Oui, bonjour, je m'appelle Hélène Conway-Mouret, je suis sénatrice. Je suis d'abord ravie de voir qu'il y a salle comble. C'est très rassurant de savoir que votre engagement et vos actions sont partagées et surtout aujourd'hui un peu plus connues. Moi, j'ai une toute petite question. Est-ce que aujourd'hui le soutien des pouvoirs publics, je pense notamment au consulat, dans une autre ville, nous avons essayé d'abord de créer un module de formation pour les agents consulaires, pour qu'ils puissent, le jour où une jeune femme se présente à eux, sans papier d'identité, souvent leur racontant une histoire atroce, ne sachant pas que faire et avoir pour seule réaction le fait de renvoyer cette personne dans sa famille. Nous avons essayé donc d'avancer, mais j'aimerais savoir aujourd'hui où en est le soutien que vous recevez. Si il faut mettre certaines choses en place qui n'existent pas, et surtout comment est-ce que la presse traite, et les médias de façon générale, traitent ce sujet. J'ai eu beaucoup de mal à essayer de sensibiliser les journalistes qui pensaient que c'était un sujet tabou. C'est la façon dont on approche le sujet qui est important, à savoir qu'on ne stigmatise pas les personnes. On dénonce simplement, ou on rappelle la loi telle qu'elle doit être appliquée en France, et donc de faire en sorte qu'il y ait un effet dissuasif pour les parents, pour les familles, et surtout que les victimes potentielles puissent avoir une parole suffisamment libre pour savoir dire non. Donc voilà, il y a une double question, mais en tout cas, bravo pour cette belle mobilisation aujourd'hui. Merci Madame Conway-Mouret. Je vais d'abord répondre à Judith Coronel-Kissou et je vais continuer sur votre question. Oui, la question du niveau d'études. Alors, très concrètement, c'est sûr que plus le niveau d'études des personnes monte, plus le risque d'excision diminue, mais il ne le fait pas complètement disparaître. C'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez vu, je vous ai donné l'exemple par exemple du Mali ou de la Guinée-Conakry, où on ne voit pas de différence entre les jeunes filles qui sont en grande majorité scolarisées de 0 à 15 ans et les mères de 15 à 49 ans. Donc on voit bien qu'il y a des pays où même la scolarisation, le niveau d'éducation ne suffit pas à contrebalancer l'abandon de la pratique ou la diminution de la pratique. Toutefois, quand on regarde les choses un peu plus finement, parce que comme m'a dit Mme Bigliesco, on regarde les choses au cas par cas. Donc au cas par cas, oui, par pays, dans certains pays, on voit dès que les personnes ont eu accès au niveau primaire, on voit quand même une diminution de la pratique. Voilà, donc niveau primaire élémentaire peut jouer dans la diminution de la pratique. Mais je redis que comme toutes les formes de violence faites aux femmes, comme toutes les formes de maltraitance faites aux enfants, ça concerne toutes les catégories sociales et socio-professionnelles. Et ça, c'est universel, ça traverse tous les pays, c'est exactement la même chose sur le territoire national. Donc c'est pas... effectivement, il ne faut pas l'utiliser comme un critère. De même manière que la femme ait la possibilité... En fait... alors je vais généraliser, mais c'est pour que vous compreniez, on est encore dans des sociétés où la parole des aînés est encore supérieure à celle des cadets. Autrement dit, même si je suis une femme qui a eu un haut niveau d'études, même si je suis une femme qui a maintenant exerce une profession valorisée et valorisante et je gagne relativement bien ma vie, je suis quand même encore placée sous l'autorité de mon père. À défaut d'être placée sous l'autorité de mon père, je suis placée sous l'autorité de mon oncle. Donc il y aura toujours une personne plus âgée que moi qui aura un niveau d'exigence par rapport à un certain nombre de choses, de comportements, et notamment ce qu'on appelle le statut de la femme. Et donc, ça peut jouer dans le risque à être excisé ou à subir une excision parce que mon statut social ne me protège pas, au final. Parce que malheureusement, ce n'est pas un argument qui est entendu. J'ai envie de dire, au final, qu'est-ce que ça va changer très concrètement ? C'est probablement une femme qui aura peut-être les moyens de prendre l'avion pour venir en France et faire un dépôt de demande d'asile en France, et elle ne prendra pas les chemins des bateaux et autres qu'on connaît. Donc en fait, c'est ça que ça va changer. C'est plus la façon dont elle est arrivée sur notre territoire, mais en termes de risque et en termes d'incapacité à pouvoir s'y opposer malgré un niveau d'études, parce que très souvent,
elles ont gagné du temps. Moi, j'en vois énormément, mais même celles qui résident sur le territoire national, même celles qui ne sont pas en statut de réfugié, qui sont des jeunes femmes qui, pour gagner du temps par rapport à un mariage forcé, font des études. Donc elles gagnent du temps. Mais la réalité du mariage forcé arrivera même si elles ont 25 ans ou 30 ans. Ce que décrivait tout de suite Maître Journil Coronel Kissou, dans les commissariats de France et de Navarre, et au niveau de nos magistrats dans les tribunaux de droit commun, c'est un petit peu pareil. La réaction, comment ça, madame, vous avez 25 ans ou vous avez 30 ans, vous avez un double, un triple, un quadruple doctorat, et vous me dites que votre père va vous marier de force. Ben oui, c'est ça la réalité de ces femmes, c'est qu'elles appartiennent à des milieux familiaux avec des traditions et des modèles éducatifs où c'est encore la réalité pour beaucoup d'entre elles. Donc elles n'ont pas toujours le choix. Alors, pour vous répondre, Madame Conway-Mouret, oui, nous avions mis en place un système, notamment pour les jeunes femmes victimes de mariage forcé. Donc ça, c'est quelque chose... Pour vous expliquer, avant, les associations qui accompagnaient ces jeunes femmes saisissaient directement les consulats sur place. Là, on a trouvé un système où on pouvait saisir les autorités consulaires françaises via un pôle ici au ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay qui pouvait commencer à tenir. On essayait d'avoir tous les éléments les plus précis possibles concernant la situation, ce qui fait que quand la personne se présentait au consulat, on avait déjà une idée de ce qui se passait et on pouvait voir comment améliorer sa situation. Alors, sur la question spécifique des mutilations sexuelles féminines, ça n'avait pas été... Alors, on a eu certains cas où il y avait un cumul de violences, où il y avait et un risque de mutilation sexuelle féminine et un risque de mariage forcé. Donc ça a été traité et de la façon la plus humaine possible, j'ai envie de dire, et la plus facilitante possible par les autorités consulaires, lorsque c'est possible, parce qu'en fait, d'un pays à l'autre, on peut avoir aussi des pratiques... des sensibilités différentes et on ne peut pas toujours traiter les choses de la même façon, mais il y a quand même une volonté d'avancer dans ce domaine. Concernant l'excision, depuis la réforme de la loi de 2015, vous le savez sans doute, il y a la possibilité de demander l'asile à partir du pays d'origine et pas avec un visa spécial asile qui vous permet de quitter le pays d'origine et de venir en France, où là vous êtes dans l'obligation de tout de suite déposer votre demande d'asile. Donc c'est un cadre un peu particulier, mais qui n'a pas été jusqu'à présent utilisé, enfin en tout cas, il y a peut-être eu des demandes, mais en tout cas elles n'ont pas transité par chez nous. Il y a peut-être des demandes qui ont été faites dans ce sens, mais alors là pour l'instant j'ai pas encore de retour à vous faire, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais nous on souhaiterait que ce soit, on aimerait que dans le cadre de la prochaine réforme de l'asile, ce soit éventuellement une situation qui soit étudiée d'un peu plus près, c'est en cas de risque d'excision ou en cas de violence particulière, quand la famille est déjà sur le territoire national, s'entend, et que par exemple, je vous donne un exemple, une famille a une petite fille sur le territoire national, elle a obtenu le statut de réfugié, la petite fille a obtenu le statut de réfugié, la famille a obtenu un titre de séjour vie privée, vie familiale, et bien au final, là on retombe dans le droit commun, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un regroupement familial qui soit fait, avec des critères extrêmement précis, et parfois les familles ne rentrent pas dans ces critères et on a laissé derrière soi, je ne sais pas moi, une adolescente ou une préadolescente ou un préadolescent qui peut être lui-même victime de violences ou en risque d'autres violences. Et donc pour les parents, c'est un vrai déchirement parce que les enfants qui sont ici, qu'on a protégés, et ceux qu'on a laissés là-bas, qu'on ne peut pas protéger de la même manière. Donc nous, on voudrait réfléchir effectivement à des mécanismes qui permettent aux familles, enfin la réunification familiale existe bien évidemment, mais on voudrait trouver un système notamment pour les familles qui ont fait déjà le choix de tout abandonner pour protéger leurs enfants, de se dire qu'elles n'ont pas réussi à en protéger qu'une partie de la fratrie, mais qu'elles soient capables de les protéger tous. Donc ça fait partie des choses qu'on amène à la réflexion actuellement des parlementaires, notamment pour que dans le cadre de la nouvelle réflexion sur la nouvelle législation qui aura lieu pour l'asile, on puisse tenir compte de ce cas de figure très particulier, je le sais, mais qui concerne quand même, si on a 6400, c'est merci les chiffres, 6400 enfants qui sont sur la protection de l'Office, ça veut dire qu'ils ont peut-être pour certains des petits frères et des petites sœurs ou des grands frères et des grandes sœurs dans les pays d'origine qui sont aussi à protéger. Et puis sur la façon dont la presse et les médias relient les choses, je veux dire que grâce au travail d'Excision Parlons-en, je trouve qu'il y a une vraie amélioration depuis, on va dire, ces 5 dernières années. Donc je pense que les médias n'attendent plus qu'il y ait obligatoirement un procès pour en parler. D'ailleurs, sont très surpris quand on fait le lien entre droit d'asile et excision. Donc ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression probablement à faire au niveau des médias. Mais je trouve que globalement, notamment toute la campagne
de presse qui a été fait l'année dernière autour de la campagne Alerte Excision pour les adolescents, et j'espère que la vague 2 2018 aussi de la même campagne Alerte Excision permettra de diffuser encore dans les médias, et effectivement avec le traitement le moins stigmatisant possible. Le risque aujourd'hui, c'est que quand on parle des violences faites aux femmes, ça a changé un peu avec le mouvement Balance ton port et MeToo, mais ça avait été très très marqué qu'on a vu ce phénomène à Berlin où des femmes avaient été dites attaquées par des réfugiés et des demandeurs d'asile en Allemagne. On voit parfois que les journalistes se braquent sur le fait que ce sont des étrangers, des gens qui viennent d'ailleurs, etc., etc. Donc on est, nous, très très attentifs à ça pour pas qu'effectivement il y ait un déplacement de la situation des violences faites aux femmes qui doivent être pris comme un phénomène politique universel pour pas l'utiliser pour stigmatiser telle ou telle population. Bonjour, moi j'ai une question pour vous par rapport à la réunification. Je suis Fatoumata, l'une des fondatrices de SOS Africaine en danger. Moi je suis réfugiée depuis 2013. Mais on me refuse le visa de ma petite fille qui n'est pas excisée et qui risque l'excision aujourd'hui. Moi, j'ai été excisée 2 fois, j'ai été mariée de force. Donc, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Voilà, c'est ma question. Le contentieux du visa est extrêmement complexe. Je suis confrontée exactement à la même situation pour une dame qui a été reconnue réfugiée et qui veut légitimement faire venir son enfant. Et c'est extrêmement difficile. Et la procédure est bloquée au tribunal administratif de Nantes, qui est le seul compétent au national pour la question des visas. Et ça fait plus de 6 mois qu'on a introduit le recours. J'ai écrit il n'y a pas longtemps en disant on vous a saisi, quand est-ce que vous pouvez me dire à peu près quand est-ce que vous allez enrôler l'affaire. Et on m'a fait une sublime réponse en disant la chambre est surchargée, merci, au revoir. Donc mes confrères qui sont là, s'ils ont des solutions, moi je prends. Mais c'est extrêmement compliqué. Et oui, mais ça a aussi été fait devant l'administration. Donc il y a un vrai souci, une vraie question. Et là aussi, j'espère que dans les débats sur le prochain projet de loi sur l'asile et l'immigration, cette question va être prise à bras-le-corps. Mais ça rejoint ce que disait Isabelle, c'est un sujet qui est sur la table. Bonjour, donc Céline Hir, moi je suis médecin de PMI dans l'Essonne et j'avais une petite question justement dans ces situations-là. Je voulais savoir, en cas de procédure Dublin, qu'en est-il de la protection des petites filles qui peuvent être justement sous le coup d'une menace d'excision, et voilà, est-ce que cette procédure dont on parle là peut être aussi applicable ou pas? Je te laisse répondre. En fait, c'est parce qu'on a tous des cas un peu particuliers en tête. Moi, j'ai une situation tout à fait récente où une maman a été excisée, souhaiterait faire une demande de protection et d'asile pour sa petite fille, mais elle est coincée entre guillemets par une procédure Dublin pour laquelle elle devrait quitter le territoire français pour faire ses papiers avec le papa de l'enfant. Sauf que la sortie de territoire, pour elle, c'est quelque chose qui est inenvisageable, parce que pour elle, la menace pour sa petite fille reste au quotidien en France ou ailleurs. Voilà. Alors, d'un point de vue pratique, il convient de déposer le plus rapidement possible une demande d'asile pour la petite fille au nom de la petite fille. Et à partir du moment où, et après dans une procédure Dublin, on va discuter ça devant le tribunal. Mais j'avoue que j'ai pas plus de préconisations que ça. Aujourd'hui, à vous donner. En fait, quand Maître Judith Coronel-Kissou dit vous pouvez faire appel au tribunal administratif, effectivement, elle a raison. C'est-à-dire que si vous...
parce que tous les pays européens n'ont pas la même politique de l'asile concernant la protection. Ils devraient. Normalement, tous les pays européens devraient avoir la même politique de protection des mineurs demandeuses d'asile. Mais ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Donc, en fait, effectivement, on peut faire valoir au niveau du tribunal administratif que dans le pays de retour supposé de madame, je ne sais pas, moi, ça peut être l'Italie ou l'Espagne, par exemple, la législation qui s'applique en termes de protection des enfants mineurs demandeuses d'asile pour risque d'excision n'est pas la même. En plus, très souvent dans les dossiers de demandeuses d'asile, c'est rare de ne pas avoir un cumul de violence. C'est-à-dire que oui, il y a l'enfant qui est menacé, mais parfois la dame aussi. Elle est menacée, elle a subi un mariage précoce forcé, ou elle a risqué un mariage forcé, elle a fui un conjoint violent. Donc, en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de vous répondre la même chose, c'est au cas par cas. C'est-à-dire, il n'y a pas une réponse universelle, quoi, ce qui serait l'idéal, mais on ne l'a pas, malheureusement. Parce que visiblement, dans cette situation-là, au guichet unique de la préfecture, on n'a pas rien n'a été plus abordé et accompagné avec cette maman, et elle a été orientée vers l'Italie, point. Voilà. Point. Normalement, avec la réforme de l'asile, on a prévu qu'au niveau du GUIDA, donc du guichet unique des demandeurs d'asile, notamment lors de l'entretien à l'OFI, la question de la vulnérabilité soit abordée, et notamment la question du risque d'excision des enfants. Et ça, bon, là, le problème, c'est qu'il y a des dysfonctionnements sur le terrain, c'est-à-dire on est dans un temple où on édicte la loi. Il faut savoir, dans les faits, il y a après les pratiques des personnes, et ça, c'est dramatique, quoi, parce qu'on est tout le temps obligé de remettre sur le métier le fait qu'il y a une loi, il y a un texte, ça doit s'appliquer, etc. Mais pour les personnes qui reçoivent, qui ont ce refus, comme le cas de cette dame, sur le plan humain, c'est absolument insupportable, effectivement. Ça, c'est évident. Comme il est 17h05, on va prendre une ultime et dernière question avant de clôturer notre colloque. Et donc, monsieur, vous avez la parole. Alors, ce n'est pas tout à fait une question. En fait, je suis parlementaire et je suis vice-président de la délégation des droits de la femme à l'Assemblée nationale. Je voudrais vous remercier, vraiment, toutes ici, parce que d'abord, ce que vous avez fait est extrêmement formateur pour moi. Et j'ai vraiment apprécié cet après-midi. C'est vrai que les cas particuliers dont vous avez parlé me touchent profondément. Et le cas de la dernière jeune femme qui a parlé avec sa petite fille, qui est visiblement en état de danger dans son pays, me touche beaucoup. Je trouve que la situation est floue et on voudrait lui donner un caractère d'urgence. Eh bien, j'espère une chose, c'est que avec votre aide, on puisse peut-être faire évoluer ce flou vers quelque chose de plus fiable, plus sûr, et que véritablement les femmes soient moins en danger sur notre territoire. Voilà. Merci. Sachez que tous autour de la table, on y œuvre au quotidien et que ça nous occupe 24 sur 24, même dans nos rêves. Voilà. Sur ce, merci beaucoup pour la qualité de votre écoute, la qualité de vos questions, la qualité de l'échange. Merci aux intervenants de s'être prêtés au jeu. Et je vous dis à une prochaine fois avec beaucoup de plaisir. Merci.